Bonjour Yannick Neuder. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à plus de 5 heures d'attente dans certains services d'urgence, les patients doivent patienter de longues heures avant d'être pris en charge. Un temps d'attente qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Pourquoi on ne s'en sort pas ? Et puis vous pourriez même rajouter, mis fortement en tension par le dernier épisode de grippe. En fait, on ne s'en sort pas parce qu'on a pris beaucoup trop de retard sur la formation des soignants, que ce soit médecins, infirmiers, aides-soignantes, et que si on veut des urgences qui soient beaucoup plus fluides, eh bien, il faut pouvoir ouvrir aussi plus de lits d'aval. Donc on a vraiment besoin de former plus de soignants pour justement réduire ces temps qui sont inadmissibles et dont je comprends bien le mécontentement des Français. Il y a aussi dans cette étude, puisque vous évoquiez l'étude de l'adresse, aussi un chiffre qui, moi, m'interpelle, puisque 40% des passages aux urgences pourraient être évités et pourraient être traités par des consultations en amont. C'est la question que j'allais vous poser, la relance, parce que le 15, normalement, devait faire un tri des patients pour éviter que tout le monde se précipite vers les urgences dès qu'il se passe quelque chose. Là, visiblement, ce tri-là n'est pas suffisant. Alors attention, il faut resituer l'enquête. Elle compare un point d'enquête qui a eu lieu en 2013 et un point en 2023. Une évolution sur 10 ans. Oui, mais en 2023, on avait très peu de développement de la coordination et de la régulation en amont. Donc il faut faire attention. Donc vous dites qu'aujourd'hui, en fait, ça va beaucoup mieux non, je ne peux pas dire ça. Je pense que chaque Français qui passe une journée aux urgences, on ne peut pas lui dire que ça va beaucoup mieux. Il faut quand même ne pas, en plus, énerver les Français qui, à juste titre, sont relativement compatissants avec les soignants. Moi, je veux deux messages forts. Je veux un message vis-à-vis des soignants en leur disant que, heureusement, et c'est grâce à leur engagement que le système de la santé tient en France, que ça soit à l'hôpital, public, privé, c'est pas ma discussion de faire battre les différentes personnes, et la ville. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on peut pas reprocher à des gens qui vont aux urgences d'y aller parce que c'est qu'ils n'ont pas trouvé de solution en ville. Mais on allait vous poser la question, ce cas, il se présente souvent. Voilà, donc il faut pouvoir augmenter l'offre de soins en ville. On aura des mesures qui vont le permettre, notamment les docteurs juniors qui sont la 4e année de médecine générale, la fameuse. Je vais prendre les décrets nécessaires en mai et au 2 novembre. Docteur junior. Alors, en fait, pour faire médecin généraliste, actuellement, il fallait 9 ans d'études. Il a été rajouté une 10e année et cette 10e année, les premiers étudiants qui vont faire leur 10e année, c'est des étudiants qui seront donc le 2 novembre 2026 sur les territoires. Donc l'enjeu, c'est 3700 médecins, ça fait à peu près 35 à 40 par département en fonction de la taille du département. Et là, je travaille avec les élus locaux, les maires, les départements, les présidents d'intercommunalités, d'agglomérations, des régions, pour pouvoir installer ces docteurs et pour pouvoir aller dans les zones notamment sous-denses pour pouvoir organiser du soin pour éviter que systématiquement on ait recours à aller aux urgences. Ils n'ont que 4 ans d'études ? Comment ? Ils n'ont fait que 4 ans d'études. 10e année. 10e année de spécialité, d'accord. Et comment vous voulez les inciter à aller dans les déserts médicaux, par exemple ? Parce qu'on a vu que l'incitation, ça marchait moyen. Soyons clairs, monsieur le ministre, vous n'êtes pas le premier à tenir ce discours. À un moment, il ne faut pas obliger, il ne faut pas imposer. Là, sur la 10e année, on est en train de travailler justement avec eux, avec les syndicats d'internes. Je pense qu'il faut aussi, et ils ont pleinement conscience du rôle qu'ils ont à jouer, il faut aussi trouver des maîtres de stage, puisqu'ils sont encore étudiants, ce qui peut permettre aussi aux maîtres de stage de participer aussi à la régulation. Je l'espère de reprendre les visites à domicile. C'est un concept qu'on a complètement perdu, mais des personnes âgées, handicapées, avec des problèmes de mobilité, il n'y a beaucoup moins de visites à domicile par an. Donc je crois qu'il faut une pleine conscience des médecins pour pouvoir s'organiser. Là, vous faites le constat. Mais vous, en tant que ministre, vous pouvez... En plus, il y a une proposition de loi là, qui va être présentée et qui est portée par le socialiste Guillaume Garot. 258 députés sont avec lui pour réguler l'installation des médecins. Est-ce qu'il ne faut pas en passer par l'obligation de s'installer dans les déserts médicaux ? C'est des sujets qu'il faut naturellement mettre sur la table parce qu'on a d'un côté un sentiment que des médecins s'installent toujours au même endroit et de l'autre côté des patients qui n'ont pas accès. Donc je réunis à 18h justement ce soir le député Garot avec un certain nombre de collègues, de ses collègues députés qui ont signé, le Conseil national de l'ordre, les syndicats de médecins, une forme de conclave sur cette organisation de la santé parce qu'il y a peut-être des voies de passage. Mais quelle est la position du gouvernement ? Est-ce que vous soutenez ou pas le fait de réguler l'installation des médecins ?
j'ose imaginer que si ce matin, en un claquement de doigts, je vous répondais à cette question, on aurait réglé le problème des déserts médicaux depuis longtemps. De quoi on parle? Actuellement, on forme le même nombre de médecins qu'en 1970. Qu'en 1970, et nous sommes 15 millions d'habitants en plus, il y a un rapport au travail qu'on a complètement oublié. Un médecin généraliste qui part en retraite, il en faut 2,3. Donc moi, si c'est prendre des mesures qui vont complètement dégoûter toute notre jeunesse de s'installer et de faire des études en médecine, qu'ils partent à l'étranger, qu'ils se mettent en secteur 3, c'est-à-dire que si demain tout le monde se déplaque et en fait n'est plus conventionné par la CNAM, eh bien on met une médecine pas à 2 vitesses mais à 3 vitesses, parce que vous le dites vous-même, il y a des déserts médicaux et en ville on pourrait mieux soigner. Je pense que ça c'est d'ailleurs pas complètement vrai, mais attention de ne pas financiariser non plus de trop la médecine. On entend donc que vous lui trouvez des limites à cette proposition de loi qui est soutenue par, on le rappelle, 258 députés. Vous n'êtes pas complètement aligné. Je pense qu'il faut, mais il faut discuter de ces sujets qui sont importants. Il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Mais c'est quoi les voies de passage du coup que les voies de passage, je pense que déjà on pourrait voir comment s'installent nos 4000 étudiants, nos 4000 docteurs juniors. On pourrait aussi former beaucoup plus. On pourrait aussi récupérer nos étudiants français qui sont partis en Roumanie, en Espagne, en Belgique. Oui, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui ne font pas leurs études de santé en France. Et vous savez pourquoi ils ne font pas leurs études en France? Oui. Parce qu'il y a un numerus clausus qui reste assez important. Enfin, on dit qu'il n'y a plus de numerus clausus officiellement, mais 12 000 médecins formés aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Merci beaucoup. C'est ce que je m'apprête à faire au mois de mai au Sénat, c'est-à-dire c'est de supprimer justement le restant de numerus. C'est-à-dire qu'il y avait un numerus clausus qui est passé à apertus. Ce numerus apertus, on constate tous qu'il est encore beaucoup trop restrictif. Donc au mois de mai, si le Sénat m'accorde une majorité, je ferai voter la proposition de loi que j'avais fait voter à l'Assemblée nationale en décembre 2023 pour supprimer justement le numérus et permettre justement de rapatrier ces étudiants. On n'a pas une famille en France qui n'a pas un de ses enfants, ses petits-enfants, qui est parti faire des études de santé à l'étranger, faute de capacitaires en France. Alors, Monsieur le ministre, non mais juste parce qu'on a dit 10 ans d'études. Hein. Ça veut dire que là, ce dont vous parlez là, c'est que ça va prendre du temps. Non, pas forcément, parce que ça va prendre du temps, alors que c'est maintenant dont on a besoin des médecins. Maintenant, au 2 novembre 2026, c'est demain, on aura 3700 docteurs juniors de plus chaque année. On a également les PADU, vous ne me parlez pas des praticiens diplômés hors Union européenne, pourtant ils sont fondamentaux dans nos territoires puisqu'ils assurent 30 à 40% de la présence médicale. Donc là aussi, c'est plus 1700 médecins puisqu'on a près de 4000 praticiens diplômés hors Union européenne. Vous savez ce qu'on vous dit dans ces cas-là? On vous dit c'est pas forcément très fair-play d'aller chercher des médecins, par exemple, en Tunisie, etc. Mais c'est pas du tout ça. Vous avez mal compris le sujet. On ne va pas les chercher. Je ne mets pas des missionnaires qui vont aller dépeupler. C'est des gens et des personnes qui sont déjà dans nos services, qui exercent déjà en France et qui demandent juste à sortir d'un statut de précarité puisqu'ils assurent la prise en charge de la santé des patients. C'est ce que vous dites Exactement, ce matin. il faut les entendre. Par contre, il ne faut pas non plus faire un dispositif qui va être attractif. On ne va pas améliorer la santé en France en appauvrissant la santé d'autres pays. Par curiosité, vous dites qu'on va donc ouvrir, si le Sénat va dans votre sens, ce fameux numerus clausus, le supprimer, faire un examen. Ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, on forme combien de médecins par an et par rapport à Alors ça dépendra, il y a deux, c'est la loi que j'ai fait voter en décembre 2023 à l'Assemblée nationale, ça dépendra des besoins du territoire et ça dépendra du capacitaire des structures de formation, pour pas les nommer, les universités et les facultés de médecine. Et moi je fais confiance aux élus locaux avec les universités, les agences régionales de santé pour avoir un plan de charge progressif pour accueillir ces étudiants dans de bonnes conditions, pour pouvoir à terme leur trouver des lieux de stage. Ces lieux de stage ne sont pas forcément à l'hôpital, ça permettra aussi de les mettre dans les territoires. Moi je suis hospitalier, j'ai fait mes 10 ans d'études, même 12 ans d'études, qu'en structure hospitalière. Il est très compliqué quand vous avez 30-32 ans de vous dire d'aller vous installer dans telle ou telle commune quand vous avez déjà une organisation de vie, un conjoint, des enfants. Donc on n'a pas une méthode pour régler les déserts médicaux, on a plein de méthodes et il faut les monter de façon parallèle. Mais oui, on a probablement perdu beaucoup trop de temps. Il y a un chiffre que vous avez donné tout à l'heure sur lequel je voudrais revenir, il m'a intrigué, Yannick Noder. Vous disiez, quand il y a un médecin qui s'en va, il en faut 2,3 en moyenne pour le remplacer. C'est une question de rapport au travail. Expliquez-nous.
C'est assez simple, c'est-à-dire que vous avez tous connu, vous êtes plus jeune que moi, mais moi j'ai bien connu quand j'étais enfant, un médecin généraliste qui travaillait du lundi matin jusqu'au samedi soir, souvent à son domicile, dans sa maison, avec souvent son épouse qui vous faisait rentrer les patients et tout ça. Ce modèle-là a complètement changé, le rapport au travail a changé, nos jeunes générations veulent plus de temps pour leur famille, pour leurs enfants, que ce soit des hommes médecins ou des femmes médecins, donc ce rapport au travail a complètement changé. Les 35 heures ont aussi modifié le rapport au travail des médecins, et maintenant on a beaucoup de médecins qui travaillent 3 jours, 4 jours, donc naturellement à nombre de médecins identiques, nous n'avons pas forcément le même nombre de temps disponible pour les soignants, pour les patients. On a moins de médecins, mais on a plus de patients parce que plus de maladies. Un exemple, vous l'avez donné tout à l'heure, l'hiver marqué par une épidémie de grippe assez intense, il est peut-être un peu trop tôt pour faire un bilan. Il est un peu trop tôt, mais cependant, on peut encore en dire un certain nombre de choses. Je pense qu'au pays de Pasteur, on a un problème vis-à-vis de la vaccination et je compte bien m'y attaquer. On a un obscurantisme qui est complètement relayé par les réseaux sociaux, qui est notamment complètement relayé par le ministre de la Santé américain Kennedy, qui en fait... qui est un anti-vax. Qui est un anti-vax. Et je pense qu'au pays de Pasteur, j'étais encore justement à Dole la semaine dernière, le pays natal, la ville natale de Pasteur, eh bien la vaccination... elle protège en France et on le voit bien avec la méningite. Pourquoi j'ai lancé la campagne de vaccination méningite sur Rennes et sa métropole? Parce qu'en fait, la méningite, eh bien, ça tue. Nous avons près de 60 patients, 60 Françaises et Français qui sont morts depuis juillet de méningite. Eh bien, nous avons décidé avec l'Agence régionale de santé, avec Madame le maire de Rennes, la métropole, l'ensemble des forces en présence, de faire cette campagne de vaccination. Et pourquoi c'est pas généralisé alors que la Haute Autorité de Santé parce que, en fait, il fallait... conseillé. Alors, moi, je l'ai fait parce qu'au niveau de Rennes, il y avait vraiment une augmentation des cas de méningite. Moi, j'ai pris cette décision quand je suis allé début février dans la Drôme, dans une école, pas loin de chez moi, quand un enfant de 4 ans était décédé de méningite. Là, je pense qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est ce que j'ai fait. J'ai saisi la Haute Autorité de Santé pour réévaluer la stratégie vaccinale sur la méningite. Cette stratégie vient d'être donnée par la Haute Autorité de Santé. Et oui, je vous confirme qu'il faut vacciner les enfants pour la méningite jusqu'à l'âge de 3 ans et qu'il faut vacciner nos jeunes de 14 à 25 ans sur la méningite. Donc tout ça, je vais l'amplifier et le diffuser pour l'ensemble du territoire et des Outre-mer. Et sur la grippe, donc vaccin largement conseillé pour les personnes fragiles, mais où en est-on de l'idée de vacciner obligatoirement les soignants ? Est-ce que ce sera le cas l'hiver prochain ? Je pense que là aussi, c'est ce que je vais relancer le 18 avril prochain dans mon ministère, de faire un point sur la vaccination, de pouvoir reprendre ces questions, ces discussions. Je crois qu'il faut réexpliquer, notamment aux soignants, que c'est les principaux aussi symboles et que c'est compliqué d'expliquer à un patient. Moi, je le vois bien, j'ai des insuffisants cardiaques, j'étais cardiologue jusqu'au 23 décembre dernier. Quand on a des patients insuffisants cardiaques, eh bien, il faut qu'ils se fassent vacciner pour la grippe, pour le pneumocoque, parce que c'est des populations fragiles. C'est sûr que le poids de l'indication médicale perd de son sens si le médecin ou l'infirmier n'est pas vacciné. Donc obligation dès l'année prochaine. On n'est pas obligé de parler d'obligation, mais on peut parler de forte sensibilisation, de responsabilisation des soignants. Il faut que les soignants soient les ambassadeurs de la vaccination en France pour pouvoir faire qu'il y ait un taux d'acceptation beaucoup plus important. Et je pense qu'il faut qu'on ait des campagnes beaucoup plus importantes pour inciter la vaccination. Je crois qu'on était sorti d'une période Covid où les gens avaient ras-le-bol de tout ça. Je crois surtout qu'on a eu une grippe extrêmement grave, ce qui a d'ailleurs fait le lit aux infections de méningocoque, de méningite. Et j'entends aussi beaucoup de patients qui m'ont dit « on a été bien malade, docteur, et on se revaccinera l'année prochaine ». Donc tout le rôle de mon ministère maintenant, c'est d'organiser la campagne de vaccination 2025-2026 et nous sommes attelés à faire ça avec l'ensemble de la communauté médicale et paramédicale, puisque peuvent vacciner infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, médecins, tout le monde sera mobilisé. On a encore beaucoup de questions à vous poser qui nous concernent tous. Yannick Nader, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, avec nous jusqu'à 9h. Il est 8h47, on laisse passer le fil info. Marine Klett. L'avocate de l'une des victimes dénonce une justice de privilégiés ce matin sur France Info, alors que Gérard Depardieu est jugé aujourd'hui pour agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage en 2021. L'audience sera probablement adaptée aux conditions de santé de l'acteur. Une cérémonie d'hommage organisée aujourd'hui au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. 10 ans après le crash de l'avion de la Germanwings, l'appareil précipité au sol volontairement par le copilote. 150 personnes étaient mortes sur le coup. Alors,
Orléans, le suspect de 16 ans est toujours en garde à vue, interpellé après la violente agression samedi d'un rabbin en pleine rue. C'est de la haine pure, constate sur France Info le grand rabbin de France. Hier soir, près de 300 personnes étaient rassemblées à Paris contre l'antisémitisme. La chef de la diplomatie européenne est à Gaza et en Israël aujourd'hui. Kaja Kallas demande le retour immédiat du cessez-le-feu. Depuis une semaine et la reprise des combats, plus de 670 Palestiniens ont été tués selon le Hamas. Hier soir, une frappe israélienne a touché un hôpital dans le sud de la bande de Gaza. Et puis les Bleus qualifiés pour la demi-finale de Ligue des Nations de football. Ticket arraché au bout du suspense hier soir au tir au but face à la Croatie. Le prochain rendez-vous, ce sera début juin face à l'Espagne. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. De retour avec le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Neuder. Ça en a surpris quelques-uns, c'est symbolique. Vous avez décidé de restreindre la délivrance initiale de pansements prescrits à 7 jours à compter du 1er avril. Clairement, vous êtes sur une ligne, il n'y a pas de petites économies. Non, mais je crois que c'est aussi d'éviter le gaspillage. On a tous, en tout cas moi en tant que professionnel de santé, et puis j'ai rencontré aussi beaucoup de patients qui se sont vus délivrer des quantités de pansements de façon extrêmement importante, qui stagnent dans les placards ou chez les patients. Donc l'idée, c'est de délivrer pour 7 jours pour que l'infirmière puisse faire les pansements. Vous allez me dire que c'est une visée écologique en fait ? Non, bah c'est tout. C'est écologique, c'est anti-gaspillage. Et non, on ne restreint pas l'accès aux pansements en France. Par contre, ça ne sert à rien de délivrer des pansements pour 30 jours si au bout de 7 jours vous n'avez plus besoin parce que le reste... on gagne combien d'argent en quelles économies on fait vous voulez vraiment des chiffres. Le coût des pansements à peu près en France c'est 700 millions d'euros. Je pense que si effectivement sur 700 millions d'euros il y a peut-être un quart ou 30% qui partent à la poubelle, c'est autant de ça d'argent économisé. Moi je crois que chaque euro qu'on peut utiliser correctement dans le système de santé, c'est un euro de plus pour la santé des Français, parce que les Français ont quand même le sentiment aussi de finalement ne pas avoir une bonne répartition et une bonne utilisation de l'argent. Donc je pense qu'il faut être aussi prudent. Tout le monde, de toute façon, n'achète pas des quantités de produits pour un mois quand il en a besoin que d'une semaine. C'est le moment de rappeler les ordres de grandeur, justement, parce que l'assurance maladie devrait être déficitaire d'environ 15 milliards d'euros cette année. Et on entend toujours un peu les mêmes recettes. Là, on parlait des pansements. Vous nous disiez quelques dizaines de millions d'euros éventuellement d'économies attendues. Pour le reste, on entend lutte contre la fraude, bien sûr, recours aux médicaments génériques, lutte contre les antibiotiques. Est-ce qu'on n'agit pas seulement à la marge ? Est-ce que ce n'est pas le système qu'il faudrait complètement changer ? Alors vous avez raison, je pense que si on veut vraiment changer les choses, il faut une réforme structurelle de notre système d'organisation de soins avec la ville et l'hôpital et favoriser une meilleure coordination. Ça ne nous a pas échappé que je suis le 4e ministre de la Santé en 2024. Échappé, ouais. Donc avec des délais, là je suis à 90 jours je crois, globalement j'ai quasiment fini mon temps au ministère. C'est utopique de penser qu'on peut réformer un système de santé avec des ministres qui restent 3 mois. Donc, c'est inquiétant ce que vous nous dites. Oui. Non, c'est la réalité. Oui, mais c'est très inquiétant. Là, c'est très inquiétant. C'est pour ça que je pense qu'il faut de la stabilité. Je ne parle pas que pour moi. Il faut de la stabilité politique pour ce pays, pour enclencher un certain nombre de réformes. Maintenant, il n'y a effectivement pas de petites économies. Je reviendrai simplement sur le sujet de la fraude. C'est pas rien quand même, la fraude en France. C'est 20 milliards, dont 13,5 milliards pour le système social, pour notre sécurité sociale. Eh bien, moi, je pense que, ministre de la Santé que je suis, je ne peux pas rester à côté d'un sujet où 13,5 milliards d'argent de cotisation des Français, de cotisation des entreprises, eh bien, est mal utilisé et profite à certains. On voit une organisation maintenant avec le dark web sur de la falsification d'arrêt de travail, sur de la falsification d'ordonnances, des scandales qui ont été mis en exergue, notamment autour de l'audioprothèse et tout ça. Donc je pense que c'est normal et je l'ai lancé début janvier chez moi à Grenoble au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie, où il y a une organisation avec des anciens gendarmes qui sont recrutés par la caisse primaire d'assurance maladie, avec la caisse d'allocation familiale et le procureur qui font des véritables coups de poing sur notamment des cyber-enquêteurs, et c'est plus de 1000 postes qui vont être déployés, dont 450 cyber-enquêteurs pour pouvoir justement éviter toute cette fraude et surtout rendre l'argent aux Français, au système social. Mais pour si mieux on les soigner. parle du budget de l'assurance maladie, ça nous renvoie d'ailleurs un peu au sujet précédent. Vous nous parliez du fait qu'on allait former plus de médecins. Tout ça, ça a un coût. Ça va alourdir encore ce déficit ?
Disons que je pense que personne ne va quand même reprocher, c'est quand même l'enjeu de notre système de social, qui date quand même de la Seconde Guerre mondiale et du Conseil de la Résistance, qui était de permettre à chaque concitoyen d'avoir accès à un niveau de santé, quel que soit son niveau de rémunération. On va avoir les 80 ans de la sécurité sociale cette année, donc c'est peut-être le moment de se poser la question, mais je crois que personne nous en voudra de former plus de soignants, parce qu'on oublie aussi une chose... Non, c'est pas le sens de la question, c'est qu'en fait, il nous manque des soignants, donc ça va nous coûter évidemment plus cher, parce qu'on a besoin de plus de bras. Mais ça, et encore... en parallèle, le patron de la Caisse nationale d'assurance maladie le rappelait hier, chaque année, 300 à 400 000 personnes entrent dans le système d'affection longue durée. Alors, en gros, est-ce qu'avec ces données-là, le système reste soutenable ? C'est-à-dire que si on continue de fonctionner comme nous fonctionnons actuellement, certainement pas. Par contre, il y a deux choses que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne va pas recourir aux soins, parce qu'on n'a pas de professionnels de santé, qu'on ne va pas être malade. Donc ça, c'est une vieille théorie de Bercy d'il y a une trentaine d'années, à l'époque où en 93, on avait diminué le fameux numerus clausus. On formait à l'époque 3500 médecins par an. Sur un postulat qui était complètement stupide, c'est que moins il y avait de médecins, moins il y avait de prescriptions et moins il y avait de dépenses de santé. Au final, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que maintenant, ça explose de toutes parts. Et je crois que surtout, il y a aussi un sujet que vous n'avez pas évoqué, c'est la prévention. Donc moi, je souhaite que les Françaises et les Français voient un médecin plus tôt, un professionnel de santé plus tôt, et qu'il y ait une vraie politique de prévention. Mais c'est pas ça qui va faire disparaître les 300 à 400 000 personnes qui entrent dans l'affection. Attendez, je vais vous donner quelques chiffres, mais bien sûr qu'aussi. Moi, je vais parler d'une pathologie que je connais bien, c'est le cardiovasculaire. Je suis cardiologue. 140 000 décès par an d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux. Si déjà, à un moment de la vie qu'on définira ensemble avec les autorités compétentes, on est capable de dépister si vous avez du cholestérol, si vous avez du diabète, si vous avez de l'hypertension artérielle, si vous fumez, qui sont les 4 facteurs de risque essentiels des maladies cardiovasculaires, et bien quand vous aurez déjà 140 000 décès en moins, après il faut compter globalement. Vous avez des dépenses de santé en moins, mais vous avez aussi des indemnités journalières, parce que les gens, quand vous faites un infarctus ou un AVC, vous n'allez pas travailler pendant au moins 1 à 3 mois, et parfois vous ne retournez jamais travailler. Et puis par ailleurs, vous avez un défaut de productivité, et donc vous avez une perte de PIB. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'ensemble du système. Mais sauf que les dépenses de santé, c'est parfois un investissement dans notre société. C'est un investissement, les dépenses de prévention. Sauf que là, sur le plan financier actuel, tous les voyants sont au rouge écarlate, notamment au niveau des hôpitaux publics, le déficit atteint 2,8 milliards. Oui. Et il sera même probablement à 3,5. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez du livret H que les hôpitaux publics veulent créer pour financer les équipements très coûteux ? En fait, c'est bien simple. À partir de l'épargne privée des Français, certains seraient fléchés vers la santé, comme ça a été évoqué pour la défense. Mais moi, je crois que là aussi, il n'y a pas une méthode. Il y en a différentes. Et je travaille régulièrement, tous les mois, avec l'ensemble des directeurs généraux d'hôpitaux, notamment de CHU, et des directeurs généraux d'agences régionales de santé. Donc, c'est tout à fait important qu'il y ait aussi des éléments qui remontent du terrain avec des organisations financières. Après, ça ne passera pas par une vraie réforme structurelle. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a annoncé aussi une vision pluriannuelle de la santé. Quand vous faites des dépenses de prévention qui vont coûter, il ne faut pas espérer un retour sur investissement l'année prochaine. Si demain, on se met à mieux dépister le cancer en France, je rappelle qu'on a à peu près certains cancers qui se dépistent que de 50%. Par exemple, les femmes 50-74 ans, on n'a que 50% des femmes qui se dépistent. On peut aussi diminuer l'âge de dépistage, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers dès l'âge de 40 ans. On pourrait s'harmoniser avec l'autre pays européen. C'est un discours que je porterai demain en Pologne, puisque nous avons le Conseil européen des ministres de la Santé. Il faut investir sur la prévention, mais ce n'est pas sur un retour sur investissement qui sera immédiat. Par contre, ça fera diminuer les affections longue durée, puisque les affections longue durée, on le sait bien, c'est les maladies chroniques, le cancer et la santé mentale. Yannick Neuder, est-ce que c'est vous qui allez porter les 2 textes qui arrivent le mois prochain à l'Assemblée sur la fin de vie ? Je ne sais pas. Le Premier ministre orchestrera et arbitrera. D'un mot, le calendrier parlementaire, est-ce qu'il permet d'envisager que des personnes en France puissent accéder à l'aide active à mourir avant la fin de l'année ? Ça dépendra des travaux du Parlement et de ce que le Parlement souhaitera voter dans les semaines qui viennent. Bon, il reste des points d'interrogation là-dessus. Les textes encadrant l'usage du cannabis médical, eux, ont été notifiés à la Commission européenne. Une expérimentation est en cours, il faut le dire, depuis 4 ans dans le pays. Mais on n'est quand même pas prêt de généraliser le cannabis médical en France ? Écoutez, moi je suis arrivé dans une situation où le 31 décembre, les patients qui étaient dans des études thérapeutiques n'allaient pas pouvoir poursuivre leur traitement. Donc j'ai pris les mesures adéquates et j'ai repris
pris une lettre de couverture pour permettre que les 1500 à 2000 patients qui bénéficient de cannabis thérapeutique puissent ne pas avoir d'interruption de traitement. J'ai saisi la Haute Autorité de Santé pour effectivement faire évaluer l'intérêt de cette nouvelle classe thérapeutique. Nous avons donc maintenant jusqu'en mars 2026 pour savoir si oui ou non le cannabis thérapeutique est une alternative sérieuse à des douleurs rebelles comme les agies vasculaires, les rétractions, les douleurs post-accidents vasculaires cérébraux, et de savoir si l'industrie pharmaceutique est capable de mettre en place une filière. Donc vous êtes pour la généralisation ? Moi, je suis pour que si c'est des molécules et des traitements qui permettent de soulager les patients, moi je suis pour tout ce qui peut soulager les patients. Cependant, il y a des autorités scientifiques indépendantes qui détermineront s'il y a intérêt à agir ou pas. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Donc, continuons de travailler sur cette filière, ce qui permet de réaffirmer que je suis pour le cannabis thérapeutique, mais je ne suis en aucun cas ministre de la Santé favorable à la légalisation du cannabis et d'une façon générale de toutes les drogues, parce qu'on sait très bien que la drogue, pardon de l'expression, c'est de la merde et que ça tue des milliers de gens chaque année. Yannick Noder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, vous étiez l'invité de France Info ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, les informés, Salia Braclia, Renaud Dely.